des symboles forts, en fait. On a quand même besoin de symboles, même à notre époque, enfin, peut-être même surtout à notre époque, il y a quand même des symboles importants. Bonjour, docteur Jasmina Mallet. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre événement, donc l'événement Le Mois des femmes de la PTCCD, édition 2025. Donc, l'occasion de mettre en avant les femmes qui font avancer la santé mentale, la psychologie, la psychiatrie et les TCC. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Merci Cyrielle d'avoir pensé à moi pour cet événement. Je suis très honorée en fait de participer à ces petites interviews pour les femmes en fait. Merci beaucoup d'avoir accepté encore. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi, donc je suis Jasmina Mallet, je suis psychiatre, je suis aussi, donc puisque c'est une association pour les TCC, je suis aussi diplômée de TCC par l'Association française de thérapie cognitive et comportementale, puisque j'ai fait la formation quand j'étais interne, ça date un petit peu. Je suis également chercheuse dans le domaine des neurosciences. J'ai passé des diplômes pour valider une HDR et effectivement, je mène des travaux de recherche, surtout dans le domaine des troubles psychotiques, mais pas seulement. Et je suis également chargée d'enseignement. J'ai dans des DU à Paris, mais surtout là pour l'universitarisation de la nouvelle fac de médecine à Orléans. C'est moi qui suis chargée d'universitariser la psychiatrie adulte, donc voilà, pour aider à la création de cette toute nouvelle université de médecine en France, en fait. Donc voilà, je vais être professeure bientôt. Normalement, c'est une question de moi. Mais donc, je serai chargée de monter tout ce projet à la fac de médecine à Orléans et de développer aussi la recherche là-bas. Super. Et du coup, justement, puisque nous sommes au mois de mars, eh bien, nous avons justement les journées de la schizophrénie. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de tes travaux, s'il te plaît? Oui, alors je me suis beaucoup intéressée aux troubles schizophréniques. Et c'est surtout comme ça, en fait, que je suis venue à parler un peu sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé, enfin, ma thèse de médecine, c'était sur les facteurs de vulnérabilité environnementale euh, à ce trouble, donc en particulier le cannabis. Et puis petit à petit, je me suis intéressée à d'autres facteurs d'environnement, aux interactions entre une vulnérabilité génétique et environnementale. Et puis là, ces dernières années, c'était surtout sur l'impact du tabac et de la nicotine sur peut-être l'expression des troubles et puis sur le déclenchement des troubles, un peu comme ce qu'on fait pour le cannabis. C'est-à-dire que le tabac pourrait être un facteur de risque de la schizophrénie, et donc j'ai travaillé sur un modèle enfin, sur les humains, entre guillemets, mais aussi en postdoc dans un laboratoire sur l'impact de la nicotine sur les souris au niveau de la cognition, pour aller à l'inverse de l'hypothèse d'automédication et montrer qu'en fait, au moment de l'adolescence, chez la souris, ça perturbait le neurodéveloppement et que ça donnait des troubles cognitifs. Et que c'était peut-être ce qu'on voyait aussi chez l'humain. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. La schizophrénie, j'ai travaillé plutôt sur cet aspect-là. Et j'ai été responsable, donc praticien hospitalier responsable d'un centre expert aussi pendant 10 ans, donc ce qui m'a permis de beaucoup travailler avec la Fondation Fondamentale, et puis aussi d'être dans différents réseaux et les associations d'usagers, de familles, notamment l'association Positive Minders. C'est souvent aussi à leur demande que je communique sur les réseaux sociaux, en fait, au moment des journées de la schizophrénie. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à aller sur les réseaux sociaux d'ailleurs et à parler sur les réseaux sociaux. C'est pour justement sensibiliser et déstigmatiser ce trouble, en fait, avec Jean-Christophe Leroy, le président de cette association. Donc, cette année, pour les journées de la schizophrénie, malheureusement, j'ai été vraiment dans un emploi de temps très compliqué, donc je ne pouvais pas participer clairement à ce qui se fait en France avec Positive Minders et Fondamental à Lyon. C'est cette semaine, c'est en ce moment, là, tout de suite, je crois que c'est aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas. Mais j'interviendrai dans un journal télévisé, je crois, régional. Enfin, je prendrai quand même un peu la parole et je ferai des choses, mais je n'ai pas pu me libérer pour cet événement en particulier là. Dans ces cas-là, moi, j'ai envie de te laisser justement nous parler, je dirais, si tu avais quelques informations importantes à transmettre, que ce soit en termes de prévention ou même par rapport à la déstigmatisation, justement, du trouble de la schizophrénie. Est-ce que, voilà, quelles seraient un peu les informations essentielles que tu aimerais transmettre là aujourd'hui? Là, dans le cadre des journées de la schizophrénie, bon, généralement, c'est plutôt pour le grand public. Alors peut-être que les personnes qui sont derrière l'écran, là, c'est pas forcément que du grand public, mais
Bah, il y a quand même souvent beaucoup d'idées reçues sur le trouble, c'est souvent un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais notamment associé à la violence, aux homicides, enfin des choses qui font un petit peu peur et puis souvent qui sont véhiculées aussi par les médias, par les films aussi, puisque souvent la schizophrénie, elle est le terme est utilisé à tort et à travers dans les médias pour, décrire ce trouble. Donc, bah, juste effectivement se reposer la question de ce que c'est réellement. Est-ce que c'est vraiment, un trouble, psychiatrique, un trouble cognitif, un problème d'interprétation de ce qui est en train de se passer, de son vécu, et cetera. Mais que c'est pas, forcément synonyme de c'est pas du tout synonyme de violence, pas du tout, c'est même pas forcément, c'est juste pas du tout. C'est un chiffre que je répète de temps en temps, mais, parmi les homicides, il y a 90 c'est commis par des gens qui ont pas de schizophrénie. Donc, la violence, elle est pas du côté de la des personnes avec une schizophrénie. Donc ça, c'est un point important sur la violence. Après, je pense aussi qu'il faut se questionner quand on est soignant, parce que c'est plutôt avec des soignants peut-être que j'échange là par cette vidéo, c'est qu'on stigmatise aussi quand on est soignant en fait, ce trouble-là et parmi les collègues, enfin psychiatres, psychologues, enfin tout le monde en fait, souvent il y a quand même aussi encore des fausses idées sur le trouble, au sein du milieu hospitalier et au sein du milieu, en libéral aussi. Il y a souvent des collègues qui me disent: «Non, non, moi je prends pas de personnes avec, une schizophrénie, je peux pas gérer ça en fait». Et donc c'est vrai que c'est dommage parce que, c'est aussi, quand même assez souvent, une fausse représentation, de ce trouble aussi. Mmh. Donc voilà, peut-être, ouvrir un petit peu son enfin, c'est sa patientèle à des personnes qui ont ces troubles-là, ça serait pas mal, comme je parle à des soignants. Et il y a beaucoup de choses à faire, notamment en thérapie cognitivo-comportementale, en remédiation cognitive, donc tout ne peut pas forcément se faire à l'hôpital et il y a des personnes qui ne sont pas forcément à apprendre à être prises en charge à l'hôpital et qui pourraient très bien avoir un suivi en libéral et souvent, quand on cherche quelqu'un, un soignant en dehors de l'hôpital pour un patient qu'on a vu à l'hôpital, c'est très compliqué. Mmh. Ça, c'est mon mot pour les soignants, entre guillemets, Ouais. en essayant de les convaincre un peu de prendre, ces personnes qui ont une schizophrénie, dans leur patientèle. Mmh mh. Bah, pour le coup, si ça peut aider ou participer, moi, je peux témoigner en tant que psychologue justement. Alors, j'ai travaillé en psychiatrie, notamment, bon, bah, en service, voilà, adulte, mais également en CMP. Bon, là, actuellement, je suis en libéral. Effectivement, je peux confirmer que, j'ai eu l'occasion justement d'accompagner des personnes, bah, qui souffraient d'une schizophrénie. Peu importe l'âge, parce que, j'ai pu suivre justement, bah, des jeunes adultes, tout comme j'ai pu, bah, rencontrer des personnes qui étaient «plus âgées» entre guillemets, c'est-à-dire qui avaient une quarantaine d'années. Et effectivement, à partir du moment où on a, bah, une, pharmacothérapie qui est bien équilibrée et tout ça, les personnes, elles peuvent parfaitement, faire leur travail, avoir leur vie de famille, leur vie, sociale, leurs loisirs, tout ça. Ça prend éventuellement des aménagements effectivement comme tu disais, par rapport justement à tout ce qui peut être potentiellement trouble cognitif associé, notamment, lorsqu'on est sur un trouble qui est entre guillemets «ancien», avec plusieurs épisodes et tout ça et puis pour lesquels, bah, on a aussi une avancée en âge. Mais en dehors, je dirais, de ça où on peut avoir besoin justement de travailler autour des aménagements, éventuellement travailler tout ce qui peut être prévention, notamment au niveau des rechutes et tout ça. Eh bien, en fait, c'est un suivi qui se fait, parfaitement comme on pourrait le proposer à des personnes, «tout venant» entre guillemets, quoi. Mais exactement, mais je sais pas si c'est, bien, clair dans la tête des personnes qui enfin, en Mmh, particulier qui ont travaillé avec la psychiatrie adulte et je me dis peut-être qu'il y a des clichés pour les personnes qui ont jamais vraiment travaillé avec des personnes qui ont une schizophrénie et de se dire que c'est trop compliqué, que le suivi va pas se faire et cetera et en fait, oui, c'est aussi une stigmatisation de la part des soignants, oui, il y a quand même des personnes qui travaillent en milieu, ordinaire aussi. C'est pas non plus, forcément le il y a des gens qui sont, dans un établissement. Moi, je suis souvent avec, je travaille aussi et j'échange beaucoup avec des pères aidants enfin je pense aussi que alors je sais pas, il y a d'autres pays où c'est plus avancé, mais là en France, l'arrivée des pères aidants, en tout cas, va sûrement probablement changer la donne, je pense, aussi pour ça, en fait, pour déstigmatiser aussi parmi les soignants. ouais, tout à fait. Alors j'en profite juste rapidement pour parler effectivement, puisqu'on parle de père aidant, bah, pour parler un petit peu du travail de Luc Vigneault, au Québec, qui est effectivement un peu une figure entre guillemets «historique». Je dis entre guillemets parce que bon, il est pas si vieux que ça, hein, quand même. Mais voilà, pour dire effectivement qu'il y a des choses qui bougent, notamment grâce aux personnes concernées. Puisqu'on est justement sur notre événement, le mois des femmes, je me permets juste de préciser aussi une autre chose. Alors,
Tu me corriges si jamais tu as pas le même sentiment, mais moi, j'ai beaucoup l'impression, justement, qu'il y a des fausses représentations et notamment des représentations un peu biaisées au niveau du genre, avec justement des soignants qui vont plutôt se représenter la schizophrénie comme un trouble masculin et regarder beaucoup les symptômes justement tels que les hommes vont les exprimer, mais pas forcément regarder justement l'expression au niveau des femmes. Et ce qui fait que j'ai l'impression que justement les femmes sont moins bien identifiées que les hommes, à moins qu'elles aient vraiment des symptômes très très invalidants. Alors je ne sais pas si c'est ton appréciation aussi, parce que là pour le coup j'ai pas fait une recherche dessus, c'est purement mon ressenti suite à mes expériences professionnelles et tout ça. Donc je te laisse compléter ou corriger. Oui, oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait, pour l'occasion, moi, j'avais fait des recherches dessus et j'avais présenté en congrès en fait les différences hommes-femmes en fait cliniques, sociodémographiques, diagnostiques, mais aussi cognitives parce qu'il n'y a pas forcément aussi les mêmes données. Bon, pendant longtemps, il n'y a pas eu trop de littérature sur la comparaison homme-femme parce que c'était un peu, c'était pas vraiment un axe de recherche très développé. Et puis souvent dans les études, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont inclus aussi. Et il y a, voilà et en fait et aussi dans les enfin dans il y a vraiment aussi c'est ce que tu dis, j'ai remarqué, mais c'est un peu, enfin c'est j'en ai parlé et puis j'ai même contribué à un petit article là-dessus dans la presse, mais en fait, il y a un retard diagnostique, je pense, chez la femme qui a une schizophrénie. On dit souvent que les hommes, c'est vers 20 ans le diagnostic, entre 15 et 25 ans, et la femme un peu plus tard. Bon, en fait, il y a déjà 2 pics chez la femme parce qu'il y a 2 périodes de vulnérabilité et les œstrogènes protègent un petit peu, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pic chez la femme autour de la ménopause avec la chute des œstrogènes. C'est vrai que les œstrogènes sont neuroprotecteurs au niveau du cerveau. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est qu'effectivement, les œstrogènes protègent et qu'il y a un retard diagnostique. Mais je crois, en fait, qu'il n'y a pas un retard diagnostique, qu'il y a un déclenchement de la maladie plus tard parce que le cerveau est plus protégé. Mais je crois aussi que pourquoi, en fait, le diagnostic est plus tardif, c'est qu'il y a un retard diagnostique. Voilà ce que je voulais dire. Parce que les symptômes sont minimisés et que souvent, ça a été décrit réellement, enfin, c'est pas que dans la schizophrénie, mais ce que les femmes peuvent dire de leurs expériences, de l'expérience vécue en termes de symptômes psychiatriques, c'est souvent banalisé ou pris comme quelque chose un peu de théâtral, en fait. Euh, et on est encore dans la psychiatrie des années, enfin des années, il n'y a pas si longtemps en réalité, mais des années où il y avait beaucoup plus d'hommes qui notaient les symptômes et puis qui faisaient des études et puis en fait, du coup, je pense que les femmes n'étaient pas si bien étudiées que maintenant. Donc oui, il y a une banalisation de certains symptômes, mais aussi parce que c'est attribué à tort à des troubles de Mm. personnalité. Moi, j'ai vu ensuite, donc je travaillais longtemps quand même en secteur parce que j'ai fait je sais pas, j'ai presque fait 12-13 ans, peut-être même plus au même endroit, donc j'ai vraiment vu des patients grandir. Et il y avait quand même certains patients, quand on voyait leur historique, ils y arrivaient, les femmes, avec des diagnostics de troubles borderline, en fait, d'état limite ou d'hystérie. Et au fur et à mesure des hospitalisations, des mises en danger, de tout ce qu'on veut, des crises classiques, comme on dit, à la fin, finalement, bah, il y avait quand même un diagnostic de schizophrénie, mais on mettait longtemps pour y Mm. arriver, quoi, en fait. Souvent, il y avait un doute sur l'authenticité des voix ou des choses comme ça. C'est vrai que chez les hommes, on rapporte pas ça du tout. Un homme qui dit qu'il entend des voix ou qui va rapporter ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins tendance à imaginer que c'est un trouble de personnalité. Donc ouais, il y a un biais vraiment, je pense, un biais de genre dans le diagnostic avec une perte de chance pour les femmes. Ouais. C'est pas que dans la schizophrénie, je pense que dans le trouble bipolaire aussi, de toute façon, c'est pareil. Une élation de l'humeur ou une humeur un peu exaltée, ça va être mis à tort sur une personnalité expansive avec peut-être connoté un peu enfin, sur les troubles un peu émotionnellement labiles, etc. Alors qu'en fait, on passe à côté d'une bipolarité chez la femme. Il y a les diagnostics et puis il y a le traitement aussi. Je pense que les femmes sont moins bien traitées parce que on n'ajuste pas les doses en fonction de leur âge. Et il y a des interactions entre les hormones sexuelles et le métabolisme des médicaments aussi. Donc, moi, je dis toujours, il faut vraiment faire des dosages médicamenteux parce que souvent, elles sont surdosées avec des effets secondaires plus importants. Et voilà, donc ouais, il y a plein de choses à prendre en compte en fait pour prendre en charge correctement, pas seulement les femmes avec une schizophrénie, mais toutes les femmes. Enfin, Mm. moi pour le 8 mars, j'ai participé, enfin j'ai fait une petite interview aussi, cette fois-ci écrite, sur les différences, mais effectivement, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire pour étudier les spécificités, les périodes de vulnérabilité de la femme, etc. Mm. Et je rebondis là sur ce que tu disais par rapport justement au traitement, sur le fait que, a priori, les doses prescrites souvent sont plutôt faites avec un référentiel masculin
plutôt Mmh. qu'un référentiel féminin. Et je reviens aussi quand tu disais, bah voilà, tenir compte aussi de l'âge et puis j'ai envie de dire bah aussi des projets de la patiente, parce qu'il y a aussi des adaptations à faire. Par exemple, lorsqu'il y a bah, un projet de grossesse qui peut arriver, par exemple, ou même lorsqu'on arrive sur des périodes, comme tu disais, bah, la période un peu périménopause ou ménopause, quoi. Mais exactement, oui, il faut prendre en compte les projets, c'est pareil, c'est très rare. Il y a une étude aussi qui en parlait, mais c'est très rare que les médecins, que les psychiatres, que les psychologues, très rarement, on leur pose la question s'il y a un projet d'enfant. Je pense aussi, alors là, encore dans le cas de la schizophrénie, parce qu'on a tendance à imaginer qu'il n'y a pas de projet, que ces femmes-là n'ont pas forcément un projet de grossesse ou que c'est pas adapté peut-être. Et c'est aussi, c'est un peu une idée reçue et un tabou autour de la santé mentale des femmes et de ces femmes-là, en fait, de se dire qu'effectivement, il n'y a pas forcément un projet de grossesse ou que c'est pas une bonne chose ou que c'est pas adapté. Alors, elles devraient être plus accompagnées dans ces projets-là de vie et dans la parentalité. Donc ça se développe aussi, je sais pas, au Canada, etc. C'est toujours souvent au Canada qu'on nous montre un peu le chemin en Europe, mais avec des projets de psychiatrie un peu plus liés à la périnatalité, des consultations préconceptionnelles. Enfin, il faut accompagner aussi ces personnes dans leur projet de vie. Et souvent, moi, les patientes que j'avais, la plupart du temps, elles avaient quand même, elles aussi un désir de grossesse. Les médicaments sont pas les mêmes, évidemment. Donc on va pas commencer une thérapie médicamenteuse qui est contre-indiquée en cas de grossesse si la personne exprime un projet de grossesse, effectivement. Bien, et ben alors, donc un message clair justement, c'est de pouvoir lutter efficacement contre les biais, que ce soit biais sexistes ou même biais validistes, voire psychophobes, je Quoi. crois que tu écris aussi justement et que tu as quelques beaux projets qui s'en viennent. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors avec plaisir, Cyrielle, puisque je m'intéresse. Alors, j'écris des articles de recherche, évidemment, c'est en tant que chercheuse, mais j'aime beaucoup aussi écrire, enfin, participer à des projets qui ne sont pas purement scientifiques, mais qui sont plus tournés vers les collègues, mais aussi vers le grand public. Et là, donc j'ai effectivement deux projets. Un projet qui est un livre qui va sortir au mois de juin, qui s'appellera La psychologie et la psychiatrie du futur. C'est un livre que je coordonne avec le docteur Yann Oxemery, qui est un psychiatre en libéral. Et donc, c'est sous l'égide de la Société médico-psychologique en France. Et donc, ça va faire intervenir beaucoup de spécialistes, des psychologues, des psychiatres, des chercheurs aussi, autour de ce que sera la psychologie et la psychiatrie du futur. Alors, on a du mal à se projeter dans 20 ans, mais tout va très, très vite, en fait. On s'est dit mais il faut qu'on fasse un livre, faire le point là-dessus, parce qu'on nous parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle en TCC, par exemple. On nous parle de diagnostic, de psychiatrie de précision, de la génétique pour tous les patients, etc. Donc, en fait, ce livre va permettre un petit peu de faire le point sur les avancées diagnostiques, thérapeutiques dans le champ de la recherche aussi, et puis comment ça peut aussi modifier notre façon d'enseigner la psychiatrie et la psychologie aux étudiants, en fait, puisque, par exemple, il y a des ateliers de simulation, il y a des jeux vidéo. Enfin, voilà, ce livre reprend un petit peu tout ça, sortira au mois de juin avec une journée le 25 juin à l'Académie de médecine. Ok. Donc c'est un gros événement pour nous. Voilà, on est en train de le finaliser, il est fini, mais il n'est pas encore édité. Mais donc voilà, je te tiendrai au courant. Il y a ce livre-là qui Mhm. m'intéresse évidemment. Ça fait plus d'un an qu'on est dessus. Et il y a une bande dessinée aussi ou un roman graphique. Donc c'est un projet qui me tient aussi à cœur, mais qui est plus sur le grand public, les adolescents, les jeunes adultes, enfin tout le monde, hein. Je pense que tout le monde aime bien les bandes dessinées. Et donc, c'est un projet qui a émergé au cours d'une rencontre à une table ronde santé mentale et littérature. Et donc, j'ai rencontré un auteur jeunesse, Benoît Broyard, et un illustrateur, Laurent Richard. Et voilà, j'avais envie de faire des projets pour les plus jeunes et vraiment orientés grand public pour parler justement de la santé mentale, de la psychiatrie, parce que, enfin, on parle beaucoup de santé mentale, mais je tiens à dire qu'aussi on parle de la psychiatrie, c'est vrai, les vrais troubles, c'est pas, enfin, parce que sinon, je trouve que le terme santé mentale, il est utilisé un petit peu tout le temps et Mm. ça banalise les vraies difficultés qu'on a dans la prise en charge des patients. Donc voilà, dans cette bande dessinée, on abordera un petit peu ce que c'est se sentir bien, en bonne santé mentale, qu'est-ce que c'est avoir un trouble psychiatrique, les principaux. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir un média un petit peu sympa pour pouvoir discuter de tout ça avec les plus jeunes, en fait. Et donc voilà, ça sortira en novembre normalement. Donc, le projet a émergé avant l'année de la santé mentale, donc on ne pensait pas se dépêcher et se presser. Mais comme c'est l'année de la santé mentale et que ça a été annoncé après, quelques mois après, on s'est un petit peu
voilà, on s'est un peu pressé pour que cette bande dessinée puisse clore un peu cette année santé mentale. Et donc, on est aussi soutenu donc, par la Société médico-psychologique, par l'association Positive Minders qui regroupe des usagers, des familles, des pères aidants, et, et normalement également par le PEPR ProPsy. Parce que pour l'instant, voilà, en tout cas, on travaille avec le cœur pour l'instant, mais peut-être qu'on aura un petit peu d'aide en plus. Et donc, ça apparaîtra aux éditions IG, les presses éditions IG, qui sont les presses de l'UHESP, donc pour la bande dessinée, et pour le livre Psychiatrie du futur et Psychologie du futur, ça sera aux éditions Ellipse. Ok, Voilà. super. Ça fait des actualités qui vont avec l'année de la santé mentale. Voilà. Oui, et puis même qui vont avec les prochaines années, puisque comme tu le disais, je pense que s'il y a une chose que le Covid a permis d'accélérer, c'est justement tout ce qui est autour des nouvelles technologies, parce que finalement, on en parlait un petit peu les années précédentes, mais j'ai le sentiment que ça a vraiment boosté les choses parce qu'on s'est rendu compte justement qu'il fallait qu'on sorte un petit peu je dirais du XXe siècle pour passer enfin dans le siècle suivant et ceux d'après. Donc, je pense que ce sera très utile également et très intéressant pour tout le monde, quoi. Et je pense que c'est un livre qui va aussi permettre de répondre à certaines craintes parce que je sais bien autour de moi que la plupart des personnes se disent mais pourquoi on n'a pas besoin de robots, on n'a pas besoin d'applications. En fait, ça déshumanise. Ils ont eu une peur effectivement de Mmh. déshumanisation du soin et ce que je comprends. Mais là, moi, je vois plutôt ça aussi comme une réponse enfin, c'est un peu triste, mais une réponse aussi au manque de moyens concrets sur place avec aussi une accessibilité augmenter pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Je pense quand même qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec finalement des choses à distance. Je pense à la réalité virtuelle, mais il y a pas mal de thérapies, de prises en charge qui peuvent se faire en distanciel ou à distance avec l'aide de ces technologies. Ou par exemple pour un psychiatre, voir un patient et avoir aussi un suivi avec des outils digitaux en fait sur le sommeil, sur l'humeur, l'anxiété, etc. Ça peut être un outil qui va nous aider et qui va plutôt nous augmenter dans nos capacités à accompagner les patients plutôt que quelque chose à mettre en concurrence directe en fait. Je peux que valider ça parce que pour avoir vécu justement longtemps au niveau de la diagonale du vide, c'est clair que je pense que tous ces outils-là qui peuvent permettre justement de lever des tas de barrières, que ce soit des barrières logistiques, des barrières géographiques, tout ça, ne peuvent que justement être les bienvenus pour des personnes qui, sinon, ne peuvent pas avoir accès justement à certains soins, notamment certains soins spécialisés de ce fait-là, quoi. Exactement. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme une aide pour nous. Alors ça, c'est sur l'aspect prise en charge concrète, thérapeutique, etc. Et puis, il y a tout l'aspect aussi de recherche et d'amélioration du diagnostic. Je crois qu'il y aura quand même beaucoup de choses aussi à faire avec les technologies du futur. En fait, on va peut-être pouvoir un peu plus préciser nos hypothèses diagnostiques. Peut-être qu'il y aura des nouveaux groupes de troubles psychiatriques qui seront mieux redéfinis, alors que là, on patauge encore parfois. Quand les cliniciens ne sont pas d'accord entre eux, c'est peut-être aussi que des fois le diagnostic n'est pas si évident et que ce n'est pas une entité à part entière. Et on sait très bien que les critères diagnostiques actuels ne sont pas si valides que ça, en fait. On interroge souvent au niveau clinique, mais aussi au niveau de la recherche. Mm, tout à fait. Ok, super. Écoute, donc on garde en tête justement ces sorties en fin d'année qui, je pense, vont être particulièrement éclairantes et pour le grand public et pour les professionnels, car comme tu le dis, on aime tous de toute façon, que ce soit les livres ou les bandes dessinées. J'en ai quelques-unes derrière moi, voilà. Et ce n'est qu'une partie de la collection. Et puis, alors, pour parler un petit peu de tes projets personnels, donc l'an passé, je crois que tu as participé justement au JO à ta façon, puisque tu portais la flamme. Est-ce que Ouais. tu serais OK de parler un petit peu de cette expérience et tout ça? Oui, oui. Eh bien, c'était une super expérience. Alors moi, j'avais pas demandé à porter la flamme quand même. J'ai pas postulé pour porter la flamme. Je pensais pas, j'aurais pas pensé d'ailleurs être sélectionnée pour porter la flamme en fait. Donc j'ai eu la chance d'être un petit peu désignée par apparemment différentes personnes. Et Mhm. j'avais pas rempli enfin, pour dire la réalité, j'avais pas rempli tous les questionnaires, rempli un questionnaire. Après, il fallait faire une petite vidéo. J'avais pas fait ça, en fait. Donc, c'est un peu, OK. pas le hasard, mais on m'a appelé, j'ai su que je portais la flamme finalement, parce que j'ai pas fait tout le processus, etc. Quelques jours, en fait, avant de la porter, quoi. Parce qu'on m'a appelé, je croyais que c'était une blague. Et donc, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait effectivement que
quand mon dossier a intéressé le comité en fait de sélection des porteurs de flammes, et on m'a demandé si je voulais bien porter la flamme, et donc pour la petite histoire, j'ai dit non au début parce que j'étais pas disponible le 14 juillet, et c'était c'était dans un lieu religieux, et je voulais pas forcément être en tant que psychiatre à l'hôpital public et très attachée. Mmh. Je voulais pas forcément être associée à une religion en particulier, ou alors sinon à toutes. Donc en fait, et ils m'ont rappelé pour finalement la porter pour arriver à la place de la République, ce que j'ai trouvé super comme symbole. Et donc c'était oui, une belle expérience en fait. Ça passe très très vite, on court pas très longtemps, hein. Les gens ils me demandent ça dure longtemps. Non, non, c'est 200 mètres. Bon, moi à l'époque, je courais pas mal à côté, en fait, je fais du running, donc c'était très, moi ça me faisait pas particulièrement peur. Mais non, c'était une belle expérience de porter un peu ce symbole des valeurs, des valeurs olympiques et paralympiques. C'était pas pendant les Jeux paralympiques, mais quand même, on a Mmh. eu des personnes avec handicap qui ont couru avec nous, en fait. Donc, il y avait quand même un mélange. Et non, c'est un souvenir un petit peu, oui, c'est assez inoubliable, hein. C'est à Paris, il n'y a pas vraiment d'autre occasion de porter la flamme, je pense. Donc, c'est une chance. Je suis contente d'avoir eu cette chance. Mes enfants n'étaient pas là pour le voir, donc ils m'ont pas trop cru au début quand je leur ai dit que j'allais porter la flamme. Mais en fait, heureusement, j'ai pu leur montrer à la télé quand c'est passé, en fait. Voilà. Mais je tiens effectivement, c'est des symboles forts, en fait. On a quand même besoin de symboles, même à notre époque. Enfin, peut-être même surtout à notre époque, il y a quand même des symboles importants. Ça n'empêche pas, enfin, malgré ces événements importants, ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés par ailleurs. Et on est dans une époque qui est quand même assez inquiétante et difficile. Mmh. Et moi, je trouve que c'est important de, malgré tout, continuer de croire en certains symboles. Voilà. Ouais, tout à fait. Des symboles positifs qui peuvent être rassembleurs, quoi, justement. Bah, en tout cas, je trouve que c'était important pour moi de participer à ce symbole-là. Ouais. Voilà. Donc, c'était une chance. Voilà. C'était une chance. Et puis, j'ai eu aussi la chance aussi de filmer la vasque. C'est autre chose, toujours dans les Jeux olympiques. Et j'ai posté ma petite vidéo sur les réseaux sociaux qui a été repérée ensuite par le un musée de l'air et de l'espace, par BFM, etc. Donc, j'ai contribué aussi un petit peu à cette euphorie d'images autour de la vasque qui s'élève. Évidemment, en participant à ça, moi, c'est aussi une façon de promouvoir le sport, enfin, l'activité physique. Je ne parle pas Mmh. forcément du sport. L'activité physique, comme on le sait, c'est plutôt juste, c'est pas forcément la compétition et avoir des objectifs de compétition. Mais oui, je trouve que c'était aussi important de porter ces valeurs. Et donc, en tant que psychiatre, à avoir porté la flamme, je trouve que c'était aussi un peu permettre de parler de la psychiatrie, ça c'était bien. Et aussi rappeler que l'activité physique, c'est quelque chose de positif. Et je trouve qu'en France, on n'en fait pas assez. C'est assez français peut-être par rapport aux pays anglo-saxons, dans les écoles, etc. C'est pas si valorisé non plus, alors qu'on sait qu'il y a une amélioration des symptômes d'anxiété, de dépression, etc. Et que c'est quand même, et c'est pas que dans la santé mentale, c'est dans la santé physique. On sait aussi qu'il y a une diminution d'obésité, amélioration de la santé cardiovasculaire. Donc, je trouve que c'est un moyen très simple aussi d'aller mieux, l'activité physique. Donc, les Jeux Olympiques, c'était aussi ça pour moi, en fait, rappeler cet effet positif. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai envie de dire, alors pour le coup, l'activité physique, ça peut être aussi un super, moyen de faire de l'exposition quand on travaille notamment avec des personnes qui ont des troubles anxieux, notamment tout ce qui peut être, attaque de panique et autres, voilà, donc n'hésitez pas, ça peut être un super outil également pour pouvoir, travailler en thérapie. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, mais c'est un outil pour tous, en fait, et ça se développe, mais c'est un peu lent, je trouve, en fait. Ça se développe quand même. C'est un peu lent, et je pense qu'il faut quand même penser. Moi, je suis psychiatre, effectivement, je prescris des médicaments, je fais de la recherche en neurosciences, c'est très carré, etc. Mais en fait, j'oublie pas du tout toutes les approches complémentaires, et je trouve que l'activité physique en fait partie, les règles de vie comme le sommeil, ça en fait partie. Mais j'avais aussi parlé avec Positive Minders, notamment en Suisse, pour faire de la sensibilisation aux étudiants des écoles là-bas, sur la musique, en fait. Il y a aussi toutes les possibilités via la musicothérapie. C'est pas à la place des médicaments forcément, mais c'est complémentaire aussi dans les prises en charge. Ça diminue le stress, la douleur, etc. Donc en fait, il y a aussi toutes ces approches-là qu'il faut pas perdre. C'est pas complètement absurde d'imaginer que ça peut être utile. Et en recherche, c'est pas assez évalué, je trouve. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu la chance de faire de la musique très tôt.
Fallait de pas faire qu'à l'école et j'étais très curieuse, je voulais absolument faire de la musique. J'avais un peu poussé les portes pour pouvoir faire de la musique, voilà, parce que c'était pas forcément dans le cadre dans lequel j'ai grandi. Mais et ça m'a vraiment aidée, en fait. Donc je crois réellement que c'est hyper important de faire de la musique à l'école. Bon, enfin, c'est des disciplines importantes, en tout cas, quand même, mais c'est vrai qu'il faut les mettre un peu, enfin, justement, peut-être pas dans la compétition et faire quelque chose d'un peu plus collectif et de plus sympa dans la façon de les enseigner. Mais peut-être effectivement avoir une approche plus tournée santé et peut-être moins tournée sur notes et Mais compétition, ce oui. qui parlera peut-être moins aux gens et qui sera peut-être moins efficace justement Bah, par bien la sûr, en suite. fait, quand on s'intéresse vraiment à ce qu'il y a, comment on s'entraîne, pourquoi il faut courir lentement, enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes sur le mental, voilà, sur tout ce qu'on libère de positif quand on est en train de courir aussi. On fait pas les hormones du bonheur, mais ça fait quand même, il y a quelque chose un peu du bien-être aussi au bout d'une vingtaine de minutes. Et tout ça, on le dit pas, on l'apprend pas non plus. Tout à fait. Bien. J'espère que du coup le message pourra passer justement, que ce soit au niveau de la prévention ou même au niveau justement de pouvoir les inclure davantage en tant qu'outil en thérapie. Super. Et donc là, nous arrivons prochainement sur la fin de notre entrevue. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu aurais aimé justement pouvoir aborder et dont nous n'avons pas encore discuté? Beh, alors moi, j'étais contente de pouvoir, parler des journées de la schizophrénie, enfin de parler de schizophrénie. Il y a la journée mondiale du trouble bipolaire aussi, c'est Eh important. oui, tout J'ai à participé fait. aussi à la sensibilisation sur le trouble bipolaire avec mon collègue, docteur Nicolas Mazer au centre expert, bipolaire. Donc ça, bah, c'est aussi ça fait partie de l'actualité. La journée de la Mhm. femme, on a parlé un peu des femmes aussi quand même. Et puis voilà, peut-être après, là, moi, je te remercie de m'avoir donné la parole pour parler un petit peu de ce que je fais. Merci de m'avoir laissé aussi l'opportunité de parler des livres, en fait, qui vont sortir. J'espère que ça plaira aux gens. Et puis la bande dessinée, je crois, enfin, je reviens sur la bande dessinée, mais ça, c'est mon autre dada, en fait. Il y a la musique, le sport, il y a la littérature aussi. Et je trouve que là, j'espère que ça touchera un petit peu, ça touchera les personnes et ça sera aussi un vecteur aussi de déstigmatisation et un moyen simple aussi d'aller parler dans les lycées, en fait. J'espère que tu auras un avis positif quand je te l'enverrai. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, écoute, merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et puis, merci également à toutes nos auditrices, auditeurs d'avoir suivi cette entrevue. Merci beaucoup. Merci, Cyrielle.